Il était une fois, une étoile voulait raconter aux hommes son histoire. Survient un gros nuage noir qui la cachait. Elle séduit le temps et il repousse un nuage oubli. De sa clarté, elle attira tous les regards. Les regards de Sewere et Moumouni Koulibaly Apoué le dévorèrent plus. Je naissais. Honnêtement, calmement, sans crainte et sans haine, avec détermination mais sans sectarisme, avec conviction mais aussi avec objectivité, nous pourrons trouver le chemin de l'union à condition que nos propos soient en accord avec nos actes, à condition que nos poignées de main soient franches et loyales. À l'orée des années 1900, l'Afrique et ses peuples structurés et organisés vivent au rythme de sa culture, us et coutumes, à l'instar du village de Poué. Poué, ma terre natale entre Dédou et Solezo au Burkina Faso. Je naissais Boboboulé, petit-fils de Behani Koulibaly, fils de la prêtresse Lombo Bééré et du laboureur Mamouni Koulibaly. Ils m'appelèrent Wenze, ou plutôt Wekaze, celui qui arrange la maison, son bonheur, sa gloire. Je suis le 6e de 7 enfants, 3 frères, Dibi, Mui, Dibioko, 4 sœurs, Hambouna, Vidabouni, Samia, Hanumumu. Poué, mon beau village a tant bercé mon enfance. Le petit Ouézin naît dans un territoire qui fait partie de la colonie du Haut-Sénégal-Niger, créé par décret du 18 octobre 1904 avec Bamako pour capitale. « 1915-1916, grande insurrection populaire et héroïque des populations du Bani-Volta, dont prennent part ses parents contre l'administration coloniale et qui va contribuer à la création de la colonie de Haute-Volta. Le jeune Ouézin a 7 ans, il en est bien marqué. Dans son village, dans son clan, dans sa tribu, sa mère est une notabilité respectée de la religion traditionnelle. Elle applique à son fils Ouézin la formation traditionnelle d'initiation adéquate pour se réaliser. Sérieux dans tout ce qu'il fait, Ouézin se livre sans réticence ni réserve à la pratique rituelle dans les bois dits sacrés. Il parvient très tôt à une illumination intérieure parfaite. Il s'y dévoile et se forme un caractère retient de lui Doudou Gueye. La première école, appelée école indigène, s'ouvre à Bobo-Dioulasso en 1898, puis à Boromo par les troupes françaises. S'ensuit l'école des cercles de Ouagadougou en avril 1899. Alors que la Première Guerre mondiale 14-18 bat son plein, en novembre 1916, Ouézin est enrôlé à l'école régionale de Dédougou. Il est le seul scolarisé parmi ses 6 frères et sœurs. Il est parti à l'école presque par hasard. En effet, à l'époque, le commandant arrivait, il sélectionnait un quota de jeunes enfants qu'on amenait à l'école, puisque l'école était obligatoire. Et c'est à la dernière minute que le commandant voyait un enfant à moitié nu, avec un gros ventre, a dit « celui-là, il va aller à l'école ». Et celui qu'il désignait, c'était Ouézin Koulibaly.
Nelson, lis la première partie. Histoire, Wézin Coulibaly. Entre autres, Emmanuel Sérémé en 1917 et Gibril Vinama en 1920 sont ses camarades d'école, amis fidèles et compagnons de lutte plus tard. Il a déjà à l'école une âme virile qui sait se donner à cœur et avec joie à tout ce qu'il fait, à la lutte, à la danse, aux jeux de cartes, de Kori. Bien. Mélène, lis la deuxième partie. En classe, il s'est montré très brillant et très intelligent. Après ses 6 ans d'études, Wézin Coulibaly est admis au certificat d'études primaires et élémentaires et reçu au concours d'entrée à l'école primaire supérieure EPS de Ouagadougou, la seule école qui existait pour toute la Haute-Volta. Très bien. Copiez et retenez pour toujours. À cette étape décisive de notre histoire, il faut que chacun descende en lui-même pour y réveiller l'Africain authentique, non composé, franc et loyal. La Première Guerre mondiale terminée, la France réorganise son occupation coloniale. 1er mars 1919, décret de la création de la colonie de la Haute-Volta. Article 1er. Les sectes de Gawa, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori et Fadangouman, faisant actuellement partie du Haut-Sénégal et Niger, forment une colonie distincte qui porte le nom de Haute-Volta. Le chef-lieu sera Ouagadougou, centre de la nouvelle colonie de 3 millions d'habitants, formé majoritairement de Mossi, Egoonsi, Bobo, Samo, Goumaché, Peul, Sonrail. C'est un privilège d'accéder à l'unique école supérieure publique de l'époque à Ouagadougou, créée par les arrêtés du 12 juillet et 23 août 1920. Wézin y accède et passe 3 ans. Simple et affable, cette vertu lui attire l'appréciation et l'estime de ses condisciples et enseignants. Il y rencontre Yofou Bessin, Boubou Ama du Niger et de nouveau Emmanuel Sérémé. Wézin ne connaît jamais ni l'école buissonnière, ni la paresse en classe. Ardent au travail, brillant élève, franche ouverture aux autres. À la fin de sa 3e année d'études à Ouagadougou, il passa les épreuves d'admission à l'école William Ponty de Gorée, près de Dakar, une des plus prestigieuses écoles pour l'AOF, avec celle de la médecine. On y formait les fonctionnaires du cadre secondaire et général. Des hommes ont parlé le langage des dieux. Je veux les imiter, quoi qu'en dise l'envie. Audace est la maîtresse en mon âme ravie. Je veux chanter Ponty en vers mélodieux. Ne vois-tu pas trop de me dire ennuyeux. 14 vers sont peu pour une longue vie. 2 noms, un adjectif, un verbe et je dévie. À 2 quatrains fort bons j'adresse mes adieux. Wézin Coulibaly, Bobo, Dédougou. William Ponty, du nom de cet administrateur colonial français, Amédée William Merleau-Ponty, sa seule évocation condense tout un pan de l'histoire des premiers leaders africains de l'AOF, créé en 1903 à Saint-Louis au Sénégal. L'école est transférée par la suite sur l'île de Gorée en 1913. C'est là qu'en 1925, Wézin Coulibaly et Bessin Yofou poursuivent leur formation pendant 3 ans et en sortent diplômés pour l'enseignement. Nous avons effectué ensemble 3 années d'études
à l'école primaire supérieure de Ouagadougou, à l'issue desquelles nous avons été reçus au concours d'entrée à l'école William Ponty et sur 11 candidats, il y avait 2 admis, Ouézin et moi. L'école William Ponty était la mire de tous les élèves de cette colonie d'alors. Et sortir de Ponty, c'est la gloire. Et tous, on travaillait pour arriver à Ponty de façon à avoir une place honorable dans la société. Et à Gorée, en quelques minutes, on foulait des siècles d'histoire sans se rendre compte. On voyait la maison des esclaves, l'imprimerie et autres. Mais le travail était très studieux. Et c'était une concurrence amicale entre les élèves qui fréquentaient Dakar. Et pour nous relier à notre histoire, à notre passé, à la sortie, à chaque vacances, on nous donnait des devoirs de vacances qui nous obligeaient à nous replonger dans notre histoire. Et ces devoirs de vacances notés servaient de notation à la sortie. À la fin de l'année, il y avait des fêtes scolaires, des théâtres, chansons, qui combattaient l'assimilation qui était la base de l'éducation qu'on donnait alors. Pourvu du diplôme de l'école normale William Ponty, je retourne à Haute-Volta avec le titre d'instituteur en 1928. Affecté d'abord à Ouagadougou, j'enseigne à l'école primaire supérieure dirigée par l'Énocle. Il me confie la classe de CM1 et je deviens son adjoint dans l'école pendant 2 ans. C'est à l'EPS que j'ai fait la connaissance de Makoukou Traoré de Sendou. À Bobo Dioulasso, Ouézin retrouve son ami Emmanuel Sérémé de l'école régionale de Dédougou et de l'école primaire supérieure EPS de Ouagadougou, devenu agent des postes, télégrammes et téléphones PTT. Ils forment un bon tandem. L'école Bobo Centre A a été créée dans les années 1903 sous, n'est-ce pas, donc, la colonisation. Et elle avait une vocation sous-régionale, c'est-à-dire qu'elle accueillait les enfants venant des autres pays de la OEF, tels que la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Bénin, autres. Nous avons constaté l'arrivée du premier instituteur noir dans cette école-là. C'était en partie de 1921, en la personne de M. Brahima Sireba. Il y a eu d'autres arrivées, notamment de Daniel Ouézin Koulibaly, qui effectivement a pris service ici. Cet enseignant qu'il a été, avant de venir, n'est-ce pas, donc, prendre les rênes de l'école Bobo Centre A, je crois qu'il a laissé partout des traces indélébiles très très importantes qui impactent toujours la jeune génération. Je crois qu'on doit s'inspirer de ces genres de modèles-là pour donner de nouvelles orientations et donner de l'espoir, n'est-ce pas, donc, à ce métier d'enseignant. Ouézin Koulibaly convole annonce avec Makoukou à ses 21 ans. En 1930, il a épousé Makoukou Traoré, la fille de Bala, Sindou Bala. De ce mariage, nous sommes 7 enfants. Bobo Dioulasso vit la dominance traditionnelle et musulmane. L'église catholique dirigée par Monseigneur Esquer est à ses débuts. Le couple Koulibaly se convertit au christianisme et reçoit le baptême le 5 avril 1931 sous les prénoms de Daniel Lazare et de Célestine Marie-Marthe des mains du père Galant. Emmanuel Sérémé est le parrain. Daniel Ouézin n'a pas accepté d'être un chrétien gros-grain. Il voulut montrer qu'il était un chrétien convaincu, engagé. C'est ainsi que nous le verrons s'engager comme membre dans l'association des volontaires du Christ au roi, fondée par le révérend Père Galant, qui l'a baptisé et qui l'assistera à son départ de ce monde.
Pétri des valeurs humaines et de sa formation traditionnelle et celle évangélique, Daniel Ouezin accorde une importance particulière à la valeur du travail, de la compétence et du devoir. Travailleur courageux, il s'attelle à son travail personnel, voulant d'arrache-pied décrocher quelques autres diplômes. Malgré celui d'instituteur et de lourdes journées de travail, il se met à suivre des cours de correspondance, l'amenant souvent à veiller très tard dans la nuit. Un jour, il me raconta avec une simplicité naïve qu'il lui arrivait de souvent travailler jusqu'à 1h, 2h du matin. Prévoyant les dangers qui pourraient résulter de l'insuffisance de sommeil, je lui demandai de tempérer, car l'organisme avait besoin d'un minimum de sommeil et de repos pour garder son équilibre. C'était comme si j'avais prophétisé. Un jour, je le trouvai chez lui, la tête dans les 2 mains, pleurant presque en proie à un mal à fendre la tête. Bonjour. Alors ce matin, nous allons donc aborder la leçon qui concerne la décolonisation et plus précisément la vie de Daniel Ouezin Coulibaly. Qui peut nous dire exactement de quand à quand Ouezin Coulibaly a enseigné à Bobo Dioulasso? Oui, alors. Ouezin Coulibaly a enseigné à Bobo Dioulasso de septembre 1930 à août 1933. Très bien. Pendant son séjour à Bobo Dioulasso, Daniel Ouezin Coulibaly a vécu un événement très important qui a même bouleversé sa vie. De quel événement s'agit-il? Oui, Soucier. Il s'agit de la dislocation de la colonie de la Haute-Volta le 5 septembre 1932 par le ministre français des colonies, Albert Sarraut. Alors, la colonie de Haute-Volta a été disloquée et donc repartie entre 3 autres colonies. Quelles sont ces colonies? Oui, Akani. Les colonies qui ont reçu les parties de la Haute-Volta sont la Côte d'Ivoire, le Soudan français et le Niger. Bien, comme elle a si bien dit, lorsque vous regardez la carte, vous voyez que effectivement, le cercle de Tougan et celui de Waïguia ont été rattachés donc au Soudan français qui est l'actuel Mali. Du côté du Niger, nous avons donc le cercle de Fada et celui de Dori qui ont été rattachés donc à la colonie du Niger. La plus grande partie donc du territoire était rattachée à la colonie de la Côte d'Ivoire, créant ainsi la basse Côte d'Ivoire et la haute Côte d'Ivoire. Alors, durant 15 ans, la colonie de Haute-Volta se voit privée de ses fils pour les travaux commerciaux des colons. Alors, cela va donner naissance là-bas à des villages-colonies comme ceux de Gagnoa, Bouaké et Ségou au Mali. Septembre 1933, Daniel Ouezin Coulibaly est affecté à Banfora pour l'école rurale. Et comme ses compatriotes voltaïques, le premier instituteur et directeur de Banfora est reversé à la basse Côte d'Ivoire comme fonctionnaire. «
1934, un événement historique va se produire à Banfora. Daniel Ouezin Coulibaly est toujours directeur d'école. Le chemin de fer, donc la construction a débuté en 1903 à Abidjan, passe à Banfora pour destination Bobo-Dioulasso. Un court séjour dans la cité du paysan noir. En décembre 1935, Ouezin est remplacé par son promotionnaire Youfou Bessin. À moi qui n'avais rien, Ponty a tout donné. Travail et joie et ce bonheur d'être l'aîné de 1000 adolescents d'âme fière et ardente, sportifs et travailleurs et toujours prêts au don de soi pour tous, de mes jeunes frères que hante le courageux souci de jamais dire non. Ouezin Coulibaly, Bobo, Dédougou. Mon abnégation d'approfondir et d'élargir mes connaissances a fini par payer. J'obtiens le statut instituteur adjoint premier échelon du cadre secondaire de l'enseignement. Mais je suis arraché de nouveau de mes racines, ma terre natale, ma basse Côte d'Ivoire. En décembre 1935, je reçois mon affectation à l'école William Ponty, non plus comme étudiant, mais surveillant général et puis vers la fin comme directeur. J'y débarque avec ma famille. Je suis né à Dakar. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais au Sénégal. Donc je l'ai vu à l'école William Ponty avec les élèves. Et c'est là qu'il a fait la connaissance d'un certain nombre de personnes qui, plus tard, seront dans la politique en même temps que lui. Il s'agit de Bernard Dadier, il s'agit de Amani Diori, il s'agit de Doudou Gueye. On peut dire que c'est à Dakar qu'il a commencé sa politique. Ouezin Coulibaly a été affecté à Ponty comme surveillant. C'est moi qui ai été désigné pour l'accueillir. Avec lui, on a eu beaucoup de discussions politiques. Moi, je passais mes nuits à ne pas bêcher, mais à lire mes journaux politiques. Et avec lui, on discutait de politique. Parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai caché mes journaux. Il m'a dit, manque-les-moi. Je l'ai monté, il dit, c'est pas la peine de les cacher. On va discuter. Et la confiance entre Ouezin et moi est née de là, jusqu'à ce qu'on fasse la politique en Côte d'Ivoire. Pour la postérité, j'écrivis un sonnet. Je ne veux pas penser qu'on y trouve à redire. D'un glorieux rival dussé-je excité lire, je réitère, et voilà bien que l'orgueil naît. Je m'étais toujours pris pour un obscur bénet, impuissant à pincer la mélodieuse lyre, et voici que mon vers, léger comme un sourire au-delà des moulins, emporte mon bonnet. Je veux écrire encore, je veux être poète. Au plus hardi destin, je sens mon âme prête. Alors réveille-toi, doux rêveur imbécile. De 5 petits-enfants, l'appétit audacieux t'interdit à jamais d'attendre à domicile qu'un aïeul tout rôti le soit jeté des cieux. Ouezin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, Dédougou. À partir de 1935, il a formé avec un certain nombre de collègues ce qu'on appelait le Cénacle, le Front du refus. Vous passez des examens, les mêmes examens qu'en Europe, mais vous aviez des diplômes auxquels on ajoutait le titre indigène. Vous étiez médecin africain, vous n'étiez pas docteur, mais vous étiez médecin africain. Vous aviez le brevet élémentaire, mais vous aviez le brevet élémentaire indigène. Le Front du refus, le Cénacle, s'occupait de l'égalité des fonctionnaires européens comme des fonctionnaires africains, la liberté d'expression, les salaires, etc. Donc, finalement, c'était le début de la lutte pour l'indépendance, pour la revendication. Donc, ce front du Cénacle a fini par être découvert par les colons et il a été dispersé. Plus que nuit à l'élan et à l'action de ce groupe, ce fut un service rendu. L'occasion d'assaimer à travers ses leaders les idées de revendication auprès des enseignants et des fonctionnaires indigènes. Et de William Ponty, Ouezin Coulibaly gardait la connexion par les écrits dans les journaux. Soucieux de l'encadrement de la future élite africaine, Daniel Ouezin Coulibaly s'investit dans la formation disciplinaire et sportive.
C'est ainsi qu'en novembre 1943, un arrêté du gouverneur de l'AOF décerne à Ouezin Coulibaly le diplôme supérieur d'aptitude professionnelle. La même année, Ouezin Coulibaly est nommé directeur de l'école annexe de l'école William-Ponty. Sa rencontre en septembre à Agboville, en Basse-Côte d'Ivoire, avec Houphouët-Boigny, qu'il découvre le fait de changer d'avis après l'analyse des enjeux électoraux. Les colons ont décidé, pour lutter contre Houphouët-Boigny, qui était en Côte d'Ivoire et qui était à la tête du syndicat agricole africain, de chercher quelqu'un qui pourrait empêcher l'agriculteur, le planteur Houphouët-Boigny, d'avoir les voix de la Haute Côte d'Ivoire, puisqu'à l'époque, il y avait la Basse Côte d'Ivoire et la Haute Côte d'Ivoire. Donc les colons ont misé sur Ouezin Coulibaly. En arrivant à Beauville, ils rencontrent Doudou Gueye qu'ils connaissaient depuis Dakar, et Doudou Gueye le présente à Houphouët-Boigny. Il a une discussion avec Houphouët-Boigny, il s'explique, et Ouezin comprend que finalement, on l'avait choisi, non pas pour ses qualités, mais simplement pour empêcher Houphouët-Boigny d'avoir les voix de la Haute-Côte d'Ivoire. Il décide donc de ne plus se battre contre Houphouët-Boigny, mais d'aider Houphouët-Boigny à gagner les voix de la Haute-Côte d'Ivoire. C'est ainsi que va naître l'amitié entre Houphouët-Boigny et Ouezin Coulibaly. C'est en quelque sorte le départ du RDA, de leur collaboration jusqu'en 1958. Et il bat campagne en Côte d'Ivoire pour son candidat. 21 octobre 1945, jour des élections. En Haute-Côte d'Ivoire, Mogo Naba Saga II, à la tête de l'Union de la défense des intérêts de la Haute-Volta, créée la même année, appelle à voter pour son ministre Baloum Naba Tanga, qui bénéficie du vote des populations mossées. Ouezin Coulibaly appelle à voter pour Houphouët-Boigny qui bénéficie du vote des populations du Grand Ouest. Aucun candidat n'a la majorité nécessaire pour se faire élire. 4 novembre 1945, second tour, Houphouët-Boigny remporte l'élection grâce à l'action de Ouezin Coulibaly et devient ainsi le premier député de la Haute et Basse Côte d'Ivoire à la première Assemblée constituante française. Fidèle à sa lutte pour la dignité des Africains, Ouezin Coulibaly participe le 9 avril 1946 à Abidjan à la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire par Houphouët-Boigny et légalement reconnu par arrêté du gouverneur Latry le 30 avril 1946. Il est élu membre du bureau provisoire du PDCI formé de 18 membres. Ouezin, homme actif, très actif, et toujours au lieu où on ne l'entend pas. Ouezin est venu me trouver à Dédougou le 12 avril. Et nous avons créé la première sous-section du PDCI à Dédougou le 12 mai 1946. Et en juillet, on m'envoie une décision d'affectation à Koudougou pour en être le médecin-chef du cercle. J'ai dit à Ouezin, en l'écrivant, que je vais créer la sous-section de Koudougou. J'ai fait venir les premiers membres en assemblée constitutive et quand on a créé le bureau de la sous-section, Maurice en était membre. 18 au 21 octobre 1946, le Rassemblement démocratique africain RDA tient son premier congrès à Bamako, chef-lieu du Soudan français, actuel Mali, en présence d'environ 800 délégués. Houphouët-Boigny est élu président et Gabriel Darbossier, ancien député du Gabon, Moyen Congo, secrétaire général. Ouezin Coulibaly est désigné pour assurer la coordination des activités du RDA. Pendant la période de 1946 à 1951, c'est la période active du président Ouezin Coulibaly en Côte d'Ivoire. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais à partir du congrès de Bamako, il va être le secrétaire général du comité de coordination.
Le comité de coordination, c'est un organisme qui est chargé, pendant l'intervalle des congrès, de s'occuper de la marche de chaque parti dans chaque pays et d'en faire un rapport général au niveau du congrès. Il sillonne toute l'Afrique occidentale française pour installer les sections notamment au Soudan, Mali, en Guinée, au Niger, au Dahomey, au Cameroun, au Sénégal, au Tchad, au Congo. Il devient aux yeux de tous le lion du RDA. C'est le plus grand parti panafricain, un même programme, une même vision, l'Afrique libre et prenant son destin en main. À l'approche des élections législatives, le président du RDA, Houphouët-Boigny, se rend à Ouagadougou auprès du Mogo Naba Saga II et lui promet de soutenir sa requête pour la reconstitution de la Haute-Volta. L'accord d'une liste unique à l'élection du 10 novembre 1946, appelée liste d'Union Sacrée, voit le jour. La liste comprend 3 candidats, Félix Houphouët-Boigny, représentant de la basse Côte d'Ivoire, Ouézin Koulibaly, représentant l'ouest de la Haute-Côte d'Ivoire, et Philippe Zenda Kaboré, représentant le pays Mouaga. Et tous les 3 remportent des sièges et deviennent les députés ivoiriens à l'Assemblée française. J'ai eu l'occasion de l'accompagner à l'Assemblée nationale pour certains débats, notamment les anciens combattants. Il faut savoir que le sort qu'on réservait aux soldats africains, les tirailleurs sénégalais, vous avez entendu parler de Tiarogne, c'est le même tonneau. Les soldats africains, au niveau des retraites, au niveau des pensions, au niveau des veuves, au niveau de tout ce des invalides, ils n'étaient pas traités de la même façon que les soldats européens. Et le papa est intervenu à plusieurs reprises pour défendre les intérêts de ces anciens combattants. C'était le 19 juin 1940, repliés sur Lyon, 200 hommes étaient d'Afrique pour l'honneur du drapeau. 200 hommes, qu'importe leur couleur, étaient là, dans la nuit avec des fusils contre des tanks, des grenades contre des mitrailleuses. Ils étaient là, les dents serrées, écoutant s'approcher le bruit infernal des tanks lourds allemands. Nos compatriotes ont personnifié la croisade des peuples pour la liberté. Ils ont donné un sens à cette guerre de libération. Aujourd'hui, ils dorment tous à côté des quelques métropolitains qui étaient avec eux. Ils dorment tous, blancs et noirs, confondus dans la grande égalité de la mort. Par vous, l'Afrique a payé sa contribution à la paix. Elle a acquis le droit de vivre sur la base de l'égalité des hommes, des races et des peuples. Au revoir et non adieu. Dormez, dormez, dormez en paix.
La cause de la reconstitution bat son plein, malgré l'opposition de leurs militants. Ouezin Coulibaly et Houphouët-Boigny se déclarent partisans de la reconstitution de la Haute-Volta face à l'inspecteur général des colonies, Robert Barguès, en décembre 1946. C'est un devoir de répondre dès lors qu'il s'agissait de se retrouver réellement, de se rassembler pour faire face à notre commun destin et poser enfin la borne qui marquera le lieu de ralliement de nos immenses forces dispersées. Oubliant les tentatives avortées, les occasions manquées, nous devons résolument tourner les pages maculées sur lesquelles nous avons écrit le brouillon de notre histoire. Le rétablissement de la colonie de la Haute-Volta entraîne la création d'un conseil général, future assemblée territoriale, et prévoit l'élection de 3 députés voltaïques devant siéger au Parlement français. 20 décembre 1947, le député Ouezin Coulibaly préside un congrès du RDA à Bobo-Dioulasso. Il transforme la section PDCI en Parti démocratique voltaïque, section du RDA. Avril 1948, Albert Mourag est nommé gouverneur de la Haute-Volta avec pour mission de réprimer et décapiter le RDA. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis le responsable politique du grand mouvement RDA. Vous le savez bien, dans ce pays, il s'est passé des querelles, de grandes querelles, il s'est passé des incidents, mais les différents membres de ces incidents sont ici aujourd'hui réunis. Nous avons demandé aux enfants de ce pays de se réconcilier tous. Nous avons dit aux enfants de ce pays que s'ils veulent que la voix de leurs représentants soit entendue en France et soit entendue par tous les Africains, il fallait que les enfants de ce pays donnassent l'exemple. Pour donner l'exemple de l'union des Africains d'abord, afin que les métropolitains qui sont ici avec nous puissent savoir et comprendre. 1949. En Haute-Volta, le comité directeur du RDA à Bobo-Dioulasso se scinde en 2 clans rivaux. Ouezin pèse de toute son influence et ramène la calmie et l'espoir. Certains pensent que fort de notre force et sûr de notre nombre, nous voulons écraser ou subjuguer. D'autres disent, parce qu'ils critiquent violemment notre action, que nous avons peur d'accepter le débat. Ceux qui nous connaissent savent qu'il n'en est rien. Si nous voulons nous unir, et j'ai acquis la certitude que nous le voulons tous, il faut prendre garde à de telles idées ou de tels propos hâtivement tenus. L'action politique consciente qui doit assurer notre émancipation nécessite sérieux et bonne foi. Aux élections du 17 juin 1951, l'Union voltaïque remporte les 4 sièges de députés à l'élection législative française face au RDA qui sort bredouille. Ouezin Coulibaly s'insurge et condamne devant le Parlement français les fraudes électorales en Haute-Volta et en Côte d'Ivoire, les répressions barbares et injustes des militants du RDA. Il y perd son poste de député de la Côte d'Ivoire. Il a eu 51 poursuites en tant que directeur de publication. Il a eu 51 poursuites. Et son journal s'appelait Le Démocrate. Et il écrivait souvent dans Le Démocrate. Alors Le Démocrate, c'était le journal qui attaquait le colonialisme sous tous ses angles. Et donc, les gens déposaient plainte, que ce soit le gouverneur, que ce soit les administrateurs, que ce soit les particuliers. Il y avait beaucoup de plaintes. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes. Et il a été défendu par Maître Braquet, c'était des avocats parisiens qui le défendaient à Bassam. Il écrivait dans Le Réveil, dans Afrique Nouvelle, dans l'Essor, à Bamako. Il a écrit dans Combat, en France, dans le journal Combat. Il connaissait la journaliste qui s'appelait Claude Gérard. Donc, il connaissait le milieu journalistique. Au risque d'être arrêté et transféré à la prison d'Abidjan, ce qui porterait gravement atteinte à la détermination de son parti, l'ancien député Ouezin accepte de vivre en France, quasiment en clandestinité, durant quelques mois, parce qu'éternellement traqué.
n'avons plus de représentants au Niger, plus de représentants au Gabon. D'abord, notre leader a été expulsé du pays et interné en République centrafricaine. J'ai nommé Léon Mba, feu Léon Mba. Nous avons perdu notre siège au Tchad. On nous a réduit d'une unité notre représentation au Mali. On n'a même pas autorisé à nos 2 représentants qui, quelques mois plus tard, devraient enlever les sièges de la Guinée, de se présenter. L'année 1953, le gouverneur Albert Moura quitte la Haute-Volta. Ouézin Coulibaly revient en Côte d'Ivoire et reprend le flambeau de la lutte pour l'émancipation des populations africaines, bravant tous les dangers contre l'administration coloniale. L'éléphant, symbole du RDA, reprend sa marche. Élu par les siens, conseiller général puis sénateur de la Côte d'Ivoire, Ouézin Coulibaly revient triomphateur en Afrique avant de réintégrer le Palais Bourbon en 1956. « 2 décembre 1955, la chute du gouvernement en France entraîne la dissolution de l'Assemblée nationale et l'annonce de nouvelles élections pour le 2 janvier 1956. Ouézin Coulibaly en Côte d'Ivoire est élu député du RDA et retrouve le Palais Bourbon. La loi cadre dite des Fers, créée dans les territoires d'outre-mer, des conseils du gouvernement élus au suffrage universel, ce qui permet au pouvoir exécutif local d'être plus autonome vis-à-vis de la métropole. Nous estimons que les responsabilités politiques qu'a notre mouvement en Afrique noire nous font l'obligation d'être présents et attentifs à tout ce qui touche à son avenir. Sans entrer dans les détails, nous sommes d'accord avec vous pour reconnaître que la crise que traverse la colonisation européenne dans les pays d'Asie et d'Afrique, la poussée émotive qui soulève la jeunesse, l'idée force qui bouscule présentement tous les responsables politiques et syndicaux et les pousse vers la construction d'une communauté plus large, tout cela témoigne incontestablement de la promotion historique des pays sous-développés dont tous les problèmes requièrent au premier chef une solution politique. Nous saurons, dans notre conscience individuelle d'Africains et d'hommes, comme dans les instances de notre mouvement, y faire la place que spontanément nous avons trouvé qu'elle mérite. Après avoir lu attentivement le remarquable rapport de politique générale de mon ami Dia Mamadou, j'ai apprécié la hauteur de ses vues. Je demande à tous ceux qui l'ont applaudi de se maintenir dans cette élévation d'esprit, pas seulement ici, mais chacun chez lui, dans son territoire, dans sa ville et dans son parti. Le retour de Ouézin Coulibaly sur la scène politique voltaïque n'est pas apprécié par tout le monde, notamment Nazi Boni et la chefferie traditionnelle Mossi qui l'en veut depuis 1945. Pour s'imposer dans le paysage politique voltaïque, Ouézin Coulibaly dut user de son intelligence, son sens de la diplomatie, ses facultés de communicateur, son charisme. 23 septembre 1956, Ouézin et Joseph Konombo fusionnent à Ouagadougou le Parti démocratique voltaïque, section territoriale du RDA et le PCMA pour donner naissance au Parti démocratique unifié, PDU. Ce nouveau parti dénonce et condamne la division artificielle du territoire en Ouest et Est-Volta, la classification des populations en Mossi et en non-Mossi, appelle toutes les populations voltaïques à adhérer en masse à ce parti pour une évolution harmonieuse. Ouézin Coulibaly réussit à faire accepter la présidence d'honneur du PDU au Mogo Naba Saga II. Je n'ai rencontré que grande compréhension auprès de Sa Majesté, le Moro Naba, qui a accepté de prendre lui-même la présidence d'honneur du Parti démocratique unifié. Le PDU qui va s'étendre de Banfoura à Fadangourma sera sans nul doute la plus grande formation politique par le nombre. La colossale Haute-Volta a pris le départ et s'est élancée dans l'arène.
31 mars 1957, renouvellement des assemblées territoriales, 70 sièges à pourvoir. Le Parti démocratique unifié PDU remporte 37 sièges. Le mouvement démocratique voltaïque du colonel Michel d'Orange et Gérard Kango Ouedraogo remportent 26 sièges, parmi lesquels 3 élus de Koudougou. Maurice Yamiego, Denis Yamiego et un Libano-haïtien, Nader Atié. Le MPA de Nazi Boni remporte 5 sièges et les indépendants 2 sièges. Ouezin Koulibaly est élu dans la circonscription électorale de Banfora. On a dit à ceux de Banfora que Ouezin sera candidat dans leur circonscription. Ils ne voulaient pas. Les Beignon Koné, les Domba Konaté, mes petits frères, ils n'en voulaient pas. J'ai dit, écoutez bien, Ouezin a des attaches solides ici. Sa femme est ici. Elle est de la famille des grands chefs de province. Nous voulons que Ouezin soit à Banfora. Ils ont dit non, Ouezin, sa région, c'est Nouna. J'ai dit que Nouna aussi aura un candidat, mais le candidat est là-bas. Alors, si vous n'êtes pas content, leur disais-je, si vous n'êtes pas content, vous déposez une liste et on rentre en concurrence. Ils ont accepté. Et Ouezin a été porté sur la liste de la circonscription de Banfora. 29 avril 1957, la formation du premier gouvernement voltaïque. Le colonel Michel d'Orange MDV signe un protocole d'accord qui attribue 7 portefeuilles ministériels au Rassemblement démocratique africain RDA et 5 au Mouvement démocratique voltaïque MDV. 17 mai 1957, le premier gouvernement de l'histoire de la Haute-Volta est formé. Dirigé par Daniel Ouezin Koulibaly, leader du PDU, vice-président du Conseil, ministre des Affaires interterritoriales et ministre de l'Information. Le gouverneur Yvan Bourges est le président du Conseil. Le numéro 2 du gouvernement du MVD, colonel Michel d'Orange, ministre de l'Intérieur. Au 10e rang ministériel, Maurice Yamiego, ministre de l'économie agricole. Le gouvernement que je préside et dont les membres sont solidaires par leurs actes entend assumer toutes ses responsabilités, s'engage à répondre par tous ses moyens et de toute sa volonté à l'attente des populations. Pays de la soif et de la faim, de l'ignorance et de la misère physique, la Haute-Volta réclame avant tout la conjuration de tous ces fléaux. L'équipe d'hommes qui prend le gouvernail ne l'ignore pas. La construction historique que nous entreprenons requiert un acte de foi dans la solidarité de notre commun destin. C'est un idéal possible. Il nous appartient d'en être à la hauteur. Nous le serons. Fin 1957, apparaissent des dissensions au sein des élus du Parti démocratique unifié PDU à cause du refus de Joseph Konombo, leader du PCMA, d'affilier le parti au RDA. Elles aboutissent à une motion de destitution du gouvernement. Notre connaissance la plus approfondie maintenant date de 1957, puisque l'approche de la loi car il faut des gens valables pour prendre la direction du gouvernement. Ouezin est venu à ce titre. Et nous qui le connaissions, nous l'avons accueilli. Ceux qui prétendaient occuper la même place que lui, que nous avons d'office désigné dans nos cœurs, ne l'ont pas accepté. 17 décembre, à l'Assemblée territoriale, la motion est votée à 36 voix contre, 16 bulletins nuls, mettant en minorité le gouvernement de Ouezin Koulibaly. Le vice-président du Conseil du gouvernement, Ouezin Koulibaly, ne démissionne pas et son gouvernement se réunit plusieurs fois avec les ministres MDV. 3 janvier 1958, Nazi Boni, Joseph Konombo et Gérard Kango Ouedraogo adressent une lettre collective au ministre de la France d'Outre-mer, Gérard Jacquet, pour demander la dissolution par décret du Conseil de gouvernement voltaïque. Alors c'est en ce moment précis que moi, et puis en compagnie de mes 5 colistiers, parce que moi j'ai enlevé 6 députés à Koudougou, y compris moi-même, je me suis révolté et j'ai quitté le groupe où j'étais pour rejoindre le groupe de Ouezin, pour que Ouezin ait la majorité, parce qu'il avait une motion de censure qu'on a dressée contre lui pour le balayer de la présidence au niveau de l'Assemblée.
22 au 24 janvier 1958, l'Assemblée territoriale accorde sa confiance au gouvernement et vote le budget de la Haute-Volta. Ouezin Coulibaly exprime sa satisfaction et remercie tous ceux qui ont aidé à remettre sur pied une institution qui allait périr dans les divisions et les discordes. Il constitue un nouveau gouvernement le 6 février 1958. Maurice Yamyego est propulsé numéro 2 au poste de ministre de l'Intérieur. Le 20 mai 1958, le vice-président du conseil du gouvernement Ouezin Coulibaly prononce depuis l'Assemblée territoriale son mémorable et historique discours, programme qui demeure plus que d'actualité, inépuisé. Dans le respect et l'honneur dû à la chefferie traditionnelle, nous engageons les chefs à prendre la tête du grand mouvement de rénovation qui secoue notre vieille terre d'Afrique. Ils peuvent être assurés alors de notre confiante collaboration et ensemble, nous conduirons sans rupture et sans heurts vers leur destin les hommes dont nous avons la charge. Nous revendiquons le droit de trouver par nous-mêmes les moyens propres à assurer dans le calme l'évolution de notre pays. Le Conseil de gouvernement donnera le premier exemple de l'austérité en procédant à un abattement sensible sur les traitements des ministres. Si l'eau jaillit, la vie apparaît. L'extension des cultures doit être intimement liée à l'irrigation, sinon le sol se dégrade en si peu de temps. Nous poursuivons le plan méthodique d'aménagement des formations sanitaires générales comportant dispensaires et maternités. 10 de ces formations seront implantées dans les 4 années qui viennent. Les marchés relatifs à la construction de l'hôpital de Ouagadougou sont enfin signés et que les travaux vont commencer incessamment. Si nous parvenons à soulever l'enthousiasme de ces populations, la partie sera gagnée, car il n'y aura pas d'obstacle insupportable. La mobilisation générale n'est autre chose qu'un choc psychologique qu'il nous faut provoquer pour drainer toutes les énergies vers la transformation de notre pays, mobilisation de toutes les couches populaires contre l'indémence de la nature, contre l'ignorance et contre la misère. Pour la future République voltaïque, c'est la première étape sur la route vers l'autonomie, puis l'indépendance. Pour le président Ouezin, c'est l'étape dernière où s'achève le combat. Interné fin juillet 1958 à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, la maladie de foie et l'épuisement l'enlèvent de la lutte. Jusqu'au dernier jour, il rédige des articles, prépare des communiqués, délibère avec les autres dirigeants du RDA des grands problèmes de l'Afrique noire à la veille du référendum qui doit décider de l'avenir des relations franco-africaines. Le 20 juillet, on est allé le voir, toujours avec son sourire. Il me dit, Barreau, moi aussi en octobre, j'irai visiter la foire. Il savait qu'il était condamné, hein? Mais c'était pour ne pas nous semer de la perturbation dans l'esprit. Il voulait nous tranquilliser, mais nous aussi on savait qu'il était perdu. Nous avions un congrès qui devait se tenir à Ouagadougou, congrès très très bien réussi, que Ouezin guidait. Ouezin nous orientait étant descendu des malades. On lui téléphonait, quelquefois il quittait sa chambre pour aller au poste téléphonique qui était dans un autre local. Alors, tout au long, le congrès s'est terminé, le 6, et le 7, nous avons décidé de venir tenir un meeting ici. Nous sommes venus, et quand on allait ouvrir le meeting, il y a un de nos amis qui était secrétaire général de la Chambre de commerce est venu m'appeler. On est sorti dans la rue, il m'a dit, Barreau, vous savez que Ouezin est décédé ce matin. J'ai failli tomber à l'envers.
Il m'a appelé à Paris et je suis allé. Il dit, voilà Maurice, je ne me sens pas très bien. Il est probable que je ne revienne pas au pays. Mais j'étais appelé, j'ai vu mes camarades, j'ai consulté les oufouettes, tout le monde est d'accord pour que tu continues à assurer mon intérim jusqu'au bout. J'ai pensé à toi et si tu refuses, tu seras un apatride. Et puis il dit, c'est terminé. J'ai dit, assez. Dans ces conditions, je ne réagis pas, je suis d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouézin, en partant, il y a des démarches pour que Maurice le remplace. Même les Européens ne voulaient pas que Maurice remplace Ouézin. C'est Ouézin qui a refusé. Il dit, j'ai signé une décision. Si vous ne voulez pas gérer ma décision, je ne suis pas responsable de ce qui peut arriver. Ouézin était catégorique. Il s'éteint le 7 septembre 1958 à 7h30 à l'hôpital Saint-Antoine du 12e arrondissement de Paris, plongeant toute l'Afrique dans la stupeur, l'émoi et le désarroi total. À Paris, les institutions françaises lui rendent un hommage dans toutes les dispositions protocolaires dues à son rang. La foule derrière les personnalités accompagne pieusement son leader Daniel Lazare Ouézin Coulibaly jusqu'à l'hôtel de ville. 13h20, dépôt du cercueil sur la catafalque et ce jusqu'à 17h pour permettre à la population de lui rendre un dernier hommage. Puis le cercueil est porté vers le cimetière chrétien où les derniers honneurs et adieux lui sont rendus. Ouézin Daniel Lazare Coulibaly, président du Conseil de gouvernement de Haute-Volta, le lion du Rassemblement démocratique africain, la voix de la dignité et de la liberté, repose à jamais dans le panthéon des héros africains. Son esprit immortel veille sur le continent jusqu'à la fin des temps. Ce droit de mémoire de toute l'Afrique lui est restitué. Si la division est signe de démocratie dans les pays occidentaux qui ont achevé depuis des siècles de construire et de se réaliser, l'union est pour nous, jeunes peuples, pays vierges et en friche, le seul levier par lequel nous bougerons nos pierres à bâtir. Il faut que par-dessus les oppositions individuelles, par-dessus les querelles de prestige, nous reconnaissions loyalement les réalités contingentes et les fausses positions. Les Africains ne sont pas divisés. Voyez-les au village. Ce sont les hommes politiques qui les divisent par le mensonge, la surenchère et la démagogie.